Bon, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Je reconnais beaucoup de monde que nous connaissons et je me réjouis de cette soirée que nous avons organisée pour vous parler un peu d'histoire et un peu d'Europe. Voilà. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Pantier-Alabert, dont j'ai fait la connaissance récemment cet été à l'Union féminine. Et j'ai remarqué tout de suite son discours intéressant et sa personnalité très discrète et très en retrait. Mais donc, c'est en tant qu'écrivaine qu'elle m'a attirée. Et bon, elle est née, enfin, elle vient d'une famille, elle est née au Maroc. Et sa famille a des racines profondes justement en Algérie, au Maroc, depuis la création, enfin le début de la colonisation. Et ces souvenirs qu'elle raconte, qu'elle romance pour les inscrire après dans l'histoire du moment. Ces livres se lisent très très agréable, très facilement. Et vous pouvez vous les procurer sur Amazon au nom de Michel Pantier. Ils sont agréables à lire en tant que livre broché. Et donc je vous invite à le faire. Ce sont des histoires qui sont émouvantes, simples et qui nous font découvrir ce qu'a été donc cette vie en Afrique du Nord, qui est un peu la France. Et si on ne peut pas trop dire qu'elle est la France, on peut dire que c'est quand même un morceau du cœur de la France. Voilà. Alors donc, je vais vous la laisser. On va orienter la soirée de la façon suivante. C'est elle qui commence avec... je l'avais invitée en pensant qu'elle ferait une sorte de présentation de souvenirs familial, mais en fait, elle fait un travail d'historienne, donc on va découvrir des précisions très importantes qui nous permettront après de poursuivre en parlant de Jean Monnet. Donc c'est moi qui prendrai la parole à ce moment-là et qui vous expliquera, qui vous racontera l'histoire de Jean Monnet, son rôle historique, et qui est peu connu et qui a eu en fait une incidence très très importante et qui a permis à tous cet événement, cette épopée de réussir pleinement. Donc je salue donc en outre des amis, Madame Labarre, Marie-Juliette Labarre, donc présidente de SOS France-États-Unis, Madame Dominique Muracioli, présidente de l'Union européenne féminine. Nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Daniel Herman, donc de la métropole. Et nous, voilà, j'essayais de voir autrement. Et je vous remercie d'être là parmi les auditeurs. Donc je donne la parole à... Ouais. Il marche, oui, il marche celui-là aussi. Je vous remercie beaucoup, Monique Beltrame. Donc voilà, je ne suis pas historienne, hein, j'ai simplement fait des recherches pour écrire mes romans. Et je vais vous parler, je vais évoquer avec vous l'opération Torche, mais je souhaite que ce soit aussi un débat. Donc si certaines personnes comme Madame Laurent veulent intervenir pour témoigner sur cette période, et ce sera avec grand plaisir que je leur passerai le micro. Voilà. Alors en ce qui concerne cette opération, il faut savoir donc, il faut se souvenir qu'après l'armistice en 1940, l'empire colonial est resté en zone libre. Il n'y avait sur place qu'une commission d'armistice dirigée par des Allemands ou des Italiens selon les pays de l'Afrique du Nord. Et cette commission était surtout chargée de contrôler que l'armée française n'utiliserait pas ses armes contre les Allemands et se désarmerait en quelque sorte. Voilà. Et puis, il se trouve que les Anglais
avait mis un blocus sur l'Afrique du Nord, qui ne recevait plus beaucoup de produits nécessaires à sa nourriture et à son développement. Et donc, il y a eu des accords qui ont été passés entre deux personnages très importants, Robert Murphy, qui était consul américain à Paris dans les années 30 et qui avait été accrédité par le régime de Vichy, et qui avait été nommé par le président Roosevelt représentant spécial en Afrique française du Nord. Et le général Weygand, qui était le délégué général du gouvernement en Afrique du Nord. Donc ils vont passer un accord selon lequel l'Amérique livrerait à l'Afrique du Nord de l'essence, du thé, du sucre, des cotonnades, et puis et des pièces de rechange. Et en contrepartie, les Français devaient s'engager à ne pas livrer à l'Allemagne des produits stratégiques comme le cobalt ou le molybdène. Et le Robert Murphy avait aussi exigé que ses consuls et vice-consuls puissent sur place contrôler la destination des marchandises. Mais en réalité, les diplomates américains vont très vite prendre contact avec les réseaux de résistance locale en Afrique du Nord et lier des liens pour préparer justement ce débarquement. Alors, nous allons parler de la résistance en Algérie qui était bien organisée et où il y avait de nombreux civils. Et donc, je vais vous passer des extraits de vidéos. Ce sont des vidéos que l'on pourra retrouver, je vous donnerai l'adresse en fin de débat sur YouTube, que j'ai découpé pour qu'on puisse le suivre. Voilà, alors donc là c'est une présentation de la résistance en Algérie. Ah, excusez-moi. Résistance naissante. À Oran, Henri d'Asti de la Vigerie, à la tête d'un réseau clandestin de civils et de sous-officiers, rencontre le vice-consul Ridgway Knight. Très tôt dans nos conversations, nous avons assumé qu'un jour il y aurait un débarquement, ceci avant même Pearl Harbor. Et très tôt, je leur ai fait part de nos intérêts de renseignement, c'est-à-dire évidemment sur troupes, mouvements de troupes, tout ce qu'on peut imaginer dans le domaine. À Alger aussi, quelques jeunes gens révoltés par la situation s'organisent, sans aucun lien avec les gaullistes de Londres. Notre idée était que l'Amérique viendrait un jour nous secourir. C'était quelques centaines d'hommes jeunes, ou très jeunes, républicains, plus ou moins antifascistes, enfin toute la gamme de l'antifascisme, dans lesquels, bien entendu, il y avait beaucoup de juifs. Mais comment rejoindre la France libre à Sétif? C'était pas possible. J'ai donc pensé qu'il était préférable d'aller à Alger, qui était un port, où je rencontrerais peut-être des gens qui pourraient m'aider. Alors la première chose que j'ai demandé à José, je lui ai dit, si tu connais un moyen de me dire comment on peut partir à Gibraltar pour rejoindre les forces françaises libres, tu me le dis. Alors il m'a tout de suite refroidi en me disant, tu sais, il y a eu quelques tentatives d'évasion de gens connus, etc., qui ont été rattrapés, qui sont en prison. La police de Vichy fait très bien son travail et je te conseille pas ce genre de choses, tiens-toi tranquille pour l'instant, peut-être qu'il y aura autre chose de plus intéressant à faire pour toi que de t'en aller à Gibraltar. Et la préparation de débarquement, rencontrer des militaires, essayer d'avoir une certaine influence, a pris plus d'importance comparé au renseignement. Suite au premier contact avec les Américains, les résistants d'Algérie se sont fixés le but de neutraliser momentanément la ville d'Alger, le temps que les Alliés débarquent. Ils se sont unifiés autour de deux hommes. L'un était Henri d'Astier de la Vigerie, ancien monarchiste de 45 ans, qui avait certainement dans sa jeunesse au quartier latin crié plusieurs fois mort aux Juifs, et moi qui avais 22 ans, qui était juif, et qui avait, quant à mes sentiments vis-à-vis d'un homme comme lui, tout autant à son service qu'il en avait pour moi. Et nécessairement, on s'est rencontrés. Ça s'est passé à l'hôtel Saint-Georges. Eh bien, on s'est très bien entendu parce que la force du patriotisme, ce sentiment maintenant oublié, était quelque chose de considérable que vous avez beaucoup de mal à imaginer
Donc Henri d'Astier, le leader de ce petit groupe d'hommes, parce qu'ils étaient 3 ou 4, pas plus, issus de l'extrême droite française. Et Henri d'Astier croyait que tout reposait sur le ralliement de l'armée. Et c'était eux aussi qui étaient en contact avec le représentant américain Robert Murphy. Quant à nous, eh bien, nous continuerions, comme on avait commencé à le faire, à recruter des hommes et à préparer la prise d'Alger. Et puis chacun reprendrait sa liberté une fois la libération survenue. Le groupe de choc du capitaine Pilafort, un baroudeur en congé d'armistice, et de son adjoint Ariot Fèvre, vient compléter cette nouvelle organisation. Un matin, je reçois un coup de téléphone. Est-ce que vous êtes Mario Fèvre? Oui. Soyez à 2h de l'après-midi au Tantonville. J'arrive alors dit au Tantonville. Je reconnais tout de suite un officier gentil. C'était Henri d'Astier de la Vigerie. On avait une fois, on ne peut pas l'oublier, une allure de grande Espagne, énormément de glace. Alors, on prend 3 minutes, il me dit, je vais vous présenter à celui qui va être votre chef dans tout ce qui se prépare. Et tout d'un coup, à 3 tables de loin, je vois Pilafort attablé. Et Henri d'Astier dit, je vous présente celui qui va travailler avec vous. Alors on éclate tous de rire, Pilafort et moi. Et Pilafort dit, mais ça fait des mois qu'on travaille ensemble. Alors, et Henri d'Astier a eu cette réflexion désabusée que nous sommes peu. Alors, autant en Algérie, il y avait de nombreux civils parce que la politique de révolution nationale du maréchal Pétain était appliquée de façon très rigoureuse puisque l'Algérie était un département français. Alors qu'au Maroc, il y avait un sultan qui a toujours défendu, par exemple, tous les juifs marocains ont été protégés par le sultan. Et le résident général du Maroc, le général Noguès, s'il appliquait cette politique, il le faisait de façon beaucoup moins rigoureuse, ce qui fait qu'il y avait moins de civils engagés dans la résistance. La résistance était surtout militaire. Et la commission d'armistice était discrète, ils étaient confortablement installés dans un bel hôtel, l'hôtel d'Enfart, et ils étaient très discrets. Alors, les hommes de Murphy les hommes de Murphy ont tout de suite pris contact avec les militaires, et notamment le général Bétoir, dont vous avez la photo, qui était le chef de la résistance au Maroc. Il était commandant de la subdivision de Rabat et de Casablanca. Alors, en ce qui concerne les États-Unis, dès le 30 juillet 1942, le général Patton fut convoqué à Washington par le président Roosevelt, qui l'informa que Churchill avait réussi à le convaincre de lancer un assaut en Afrique du Nord, et un état-major sera mis à la disposition du général Patton, et il fut envoyé à Londres le 5 août 1942 pour travailler avec le général Eisenhower et son adjoint, le général Clark. Le 24 septembre 1942, le plan était déjà définitivement arrêté, et l'opération, après avoir été baptisée Gymnase, fut appelée Opération Torche. La date du débarquement fut fixée à ce moment-là au 8 novembre 1942. L'objectif avoué de cette opération était d'évincer Rommel et sa Panzer Africa d'Afrique du Nord. Montgomery, donc les Anglais, le bloquaient à l'est et s'apprêtaient à le repousser à l'ouest. Les Alliés devaient le prendre en tenaille. Et donc, à partir du Maroc et de l'Algérie, les Alliés, une fois débarqués, fonceraient vers la Tunisie, pendant que Montgomery et sa 8e armée lanceraient un assaut contre les forces de Rommel à El Alamein, en Égypte. Cette mission était cruciale pour Patton et pour l'US Army Air Force, qui avait échoué aux Philippines, alors que l'US Army Air Force, sous le commandement du général Doolittle, s'était distingué contre Tokyo en avril 1942, et l'US Navy, elle, en avait fait de même dans la mer de Corail et à la bataille de Midway. Donc pour Patton, c'était vraiment un défi à relever, il fallait qu'il réussisse son débarquement. En Europe, la situation était catastrophique.
les Britanniques et les Canadiens avaient lancé un raid sur Dieppe qui s'avéra catastrophique. Et sur le front russe, la route du Caucase et des champs de pétrole avaient été ouvertes aux Allemands. Et le général Friedrich Paulus et sa 6e armée étaient entrés dans Stalingrad. En fait, l'ouverture d'un second front était le véritable enjeu de ce débarquement, même si ce n'était pas celui qui était avoué. Alors, pour pouvoir justement organiser ce débarquement, les Américains vont rencontrer les résistants à Churchill en Algérie. Alors seront présents Robert Murphy, bien sûr, le général Clark, adjoint d'Eisenhower, qui va venir secrètement en sous-marin, et divers représentants militaires et civils de la résistance que l'on appelait le groupe des 5. Il y avait le général Mast, Bernard Carcinti, Jean Rigaud et Henri d'Astier de la Vigerie, dont vous avez vu dans la vidéo les images. Alors nous allons regarder là encore une vidéo qui rappelle comment s'est passée cette réunion, cette réunion à Churchill. Murphy dit « What the hell are you doing, Edgway? Pourquoi tu caresses comme ça? On a besoin de toi au consulat, viens !» J'arrive au consulat, je trouve un Murphy consterné en disant « Ils sont là, ils sont au large, mais ils n'ont pas assez d'oxygène pour rester jusqu'à demain. » Et on marchait de long en large jusqu'au moment où, dans la pénombre, puisque c'était une nuit presque sans lune, on a vu 2 kayaks arriver et on débarquait 2 officiers en battle dress, et à ce moment-là, ils ont sorti une chose que je voyais pour la première fois, c'était le walkie-talkie. Et ils ont commencé à parler au téléphone avec le sous-marin. On ne voyait rien d'autre, hein, on ne voyait pas le sous-marin, ouais. Ce soir du 21 octobre 1942, une mission de reconnaissance américaine accoste sur une plage environ de Churchill, à 90 km à l'ouest d'Alger. Le général Clark vient personnellement rencontrer les responsables de la résistance algéroise. Le général Clark était parfaitement au courant du fait que nous avions des contacts, que nous avions des amis. Quant au rôle qu'il pourrait jouer au moment du débarquement, comme tout bon militaire professionnel, il avait des doutes. Voilà. Je suis absolument certain, c'est dans la nature du militaire de carrière, je dirais. Et c'est donc au petit matin que plusieurs voitures arrivent, dont débarquent 3 spécialistes des questions militaires qui entouraient le général Mast pour donner à ces militaires américains le sentiment que l'organisation de résistance comptait dans ses rangs des militaires de talent et de toutes les armes nécessaires à des opérations de ce genre. Les Américains ont exposé leur point de vue. Et alors, la grande question qui a été discutée, c'était le commandement de l'Afrique du Nord. Il était convenu que le général Giraud aurait le commandement des forces sur le théâtre d'opération d'Afrique du Nord. Quand? En principe, après la première phase de débarquement. En principe. Mais c'était très évasif. Le général Clark repart sans avoir mis au courant les Français qu'au moment même où se tenait leur réunion secrète, ce 22 octobre, 35 000 GIs, sous les ordres du général Patton, sont en train d'embarquer des côtes des États-Unis à destination du Maroc. Un autre convoi, parti des ports d'Écosse, doit faire route vers l'Algérie, avec pour cible la zone d'Oran et la zone d'Alger. Alors, la composition des forces alliées... La composition des forces alliées. L'ensemble des troupes... L'ensemble des forces, des troupes terrestres alliées était placé sous le commandement du général Eisenhower. Quant aux forces navales, le commandement en incombait à l'amiral anglais, il fallait bien qu'il y ait un partage du commandement,
et c'était Sir Andrew Cunningham. L'opération comprenait 107 000 hommes, elle s'effectua sur 200 bâtiments de guerre, 110 navires de transport. Elle se divisait en 3 groupes, ayant pour mission d'établir 9 têtes de pont sur près de 1500 km. Alors là, je vais passer assez rapidement. Les forces de l'Ouest vont partir de Virginie aux États-Unis. C'est sous le commandement donc de George Patton. Pour les forces aériennes, sous celui de James Doolittle. Et pour les forces navales, sur le vice-amiral Henry Hewitt. Et vous avez bien sûr l'ensemble des bateaux et des porte-avions et croiseurs et cuirassés. Alors les forces du centre, elles, vont toujours américaines, il y a 39 000 Américains, sous le commandement de Lord Fredendall, vont partir d'Écosse. Voilà, toujours pareil, avec aussi la marine et l'aviation. En ce qui concerne les forces de l'Est, elles aussi partant d'Écosse, sous le commandement anglais alors du lieutenant-général Kenneth Arthur Noel Anderson. Là, c'était surtout des Britanniques, puisqu'il y avait 33 376 hommes, dont 23 000 étaient britanniques. Alors donc les forces de l'Ouest de Patton devaient débarquer à Safi, au Maroc, à Fedala, à Casablanca, et à Port-Lyautey. Les forces du centre devaient débarquer à Arzou et à Oran, alors que la force de l'Est devait débarquer sur Alger. Voilà, alors maintenant, voilà le départ. C'est surtout pour que vous ayez une vue sur l'armada qui s'est déplacée, ils se sont rejoints entre ceux qui venaient des États-Unis et ceux qui venaient d'Écosse, et c'est vraiment impressionnant. Alors ça, c'est le bateau, c'est le croiseur lourd USS Augusta, sur lequel Patton va embarquer dès le 23 octobre, et le croiseur va, appareiller le 24 octobre. Et le voyage va durer un peu moins de 2 semaines. Alors, ensuite, vous avez l'USS Rangers. Bon, c'est un des porte-avions, mais moi qui me plaît bien parce que il a transporté un escadron vraiment très célèbre, les Red Rippers. Et j'ai été assez fascinée, peut-être parce que j'ai lu Wildcat over Casablanca. Et donc, ça m'a beaucoup émue de comprendre comment ils ont voyagé et comment ils ont vécu cette opération du débarquement. Alors, les hommes embarqués pour une destination inconnue, c'est seulement après l'appareillage que les commandants capitaines de bord leur ont prévenu, mais ont révélé la destination, mais seulement aux officiers. Les soldats, eux, n'étaient pas du tout au courant du lieu de leur destination. À bord de l'USS Ranger, puisque les pilotes devaient reconnaître exactement les lieux où ils allaient débarquer. Alors les officiers de renseignement s'affairaient, et à l'époque, on ne possédait pas les moyens que l'on a aujourd'hui par satellite, etc. Et donc, ils consultaient des cartes Michelin, des guides touristiques, des photos pour pouvoir reconnaître les plages. Les pilotes devaient reconnaître sur photo. À bord de leur Wildcat, donc c'est les avions, je vous les montrerai tout à l'heure, leurs avions de chasse, ils avaient pour mission de détruire les avions français et allemands, les batteries côtières, et de protéger les navires de transport de troupes. Ils avaient reçu comme consigne de n'attaquer que s'ils étaient au préalable attaqués, et il y avait un code radio qui avait été établi. Batter up, c'était offensive ennemie, et play ball, c'était la riposte des Américains. Voilà. Donc, voilà les avions sur lesquels les pilotes de chasse vont voyager, vont plutôt pas voyager, mais aller attaquer. Les F-4 Wildcat, les Dauntless bombardiers, ceux qui vont détruire une partie du Jean Bart, le cuirassé français,
et les torpilleurs Adventure. Voilà, alors donc il fallait aussi former les fusiliers des bombardiers et les opérateurs radio pour qu'ils reconnaissent en 75 secondes les avions en silhouette. Et les avions ennemis sont ceux-là, donc vous avez le Curtiss Hawk, le De Wattin et les Messerschmitt allemands. Donc ils leur faisaient défiler les photos, il fallait qu'en 75 secondes, ils les reconnaissent pour pouvoir les mitrailler. Alors, en ce qui concerne la préparation de ce débarquement et le débarquement lui-même, dans la nuit du 7 au 8 novembre, à Alger, la résistance va faciliter le débarquement, elle va même neutraliser complètement la ville, ce qui fait que le débarquement se passera dans de très bonnes conditions. Alors voici la vidéo. Le 31 octobre, Robert Murphy informe enfin les conjurés que le débarquement est prévu le 8 novembre et que la carte Giraud est validée par Roosevelt. Il ne reste que 6 jours pour se préparer. Le colonel Jousse compte détourner au profit de la résistance le plan MO, un plan de maintien de l'ordre par les organisations civiles fascistes en cas d'agression britannique sur Alger. Et Jousse me dit, mais nous allons utiliser le plan MO. Je vous donnerai les brassards. Et au lieu d'attaquer, comme vous l'avez prévu, les postes de garde, des états-majors, des centraux de communication, on va aller tranquillement, avec des ordres de mission signés de moi, commandant de place, ou de Mast, le représentant de Giraud, chef de la division, pour les relever dans le plan, dans le cadre d'un exercice de maintien de l'ordre. Ça sera un exercice de maintien de l'ordre. Idée géniale. Le 7, vers 7 h du matin, le téléphone sonne, et puis la femme me dit « Mobilisez tout le monde, rendez-vous à 6 h, 26 rue Michelet, au PC qui est celui de la famille Aboulker, et tout est organisé. » La mission impartie aux 400 jeunes résistants algérois est de tenir les points névralgiques d'Alger le plus longtemps possible, jusqu'à l'arrivée des Américains et du général Giraud qui doit théoriquement emporter l'adhésion de l'armée française d'Afrique. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. À 15 h, Giraud n'est toujours pas à Alger, mais vient d'arriver de France clandestinement avec son aide de camp, le capitaine Beaufre, à 1000 km de là, à Gibraltar, le poste de commandement des Américains. Il veut que le général Eisenhower, responsable de l'opération Torche, officialise son rôle de commandement en chef de l'armée interalliée d'Afrique du Nord. Alors à ce moment-là, Eisenhower dit « Moi, je peux pas. Première nouvelle. » Ce qui est évidemment un mensonge. Il fait venir Clark qui était à la conférence de Churchill. Or, Clark se met à discuter en anglais. Giraud, à ce moment-là, ne comprenait pas l'anglais et il pouvait dire tout ce qu'il voulait. Clark a dit « Le vieux monsieur a le derrière dans la neige. » Exactement la formule. C'est-à-dire qu'au fond, ils ont en effet enrôlé Giraud. Outré, Giraud refuse de rejoindre Alger tant que les Américains ne tiennent pas leurs promesses. Au même moment, les résistants qui ne savent rien de ce contretemps passent à l'action. On m'a introduit dans une pièce où il y avait beaucoup de monde, 20-25 personnes, je ne sais pas. La pièce était bleue de fumée de cigarettes et tout ce monde m'était inconnu à l'exception de 4 ou 5 visages. Pour la première fois, je vis Robert Murphy et ça m'a donné assez confiance. Ça m'a aussi, je n'avais pas besoin d'avoir confiance, mais après ça m'a fait plaisir de voir que le radio était dans une pièce du 26 et qu'il, à part le Morse, ils avaient une conversation continuelle avec la flotte des Alliés qui avançait vers nous. Un homme a pris la parole, c'était le colonel Jousse. Il nous a donné le mot de passe qui était encore ironiquement whisky, il fallait répondre soda. Pour les Américains, c'était exactement ce qu'il fallait. Et il nous a distribué ensuite les ordres de mission qui nous accréditaient et qui étaient aussi ironiquement parfaitement authentiques. Moi, j'ai eu cet ordre de mission pour la Villa des Oliviers. C'était la résidence du commandant supérieur des troupes en Afrique du Nord. Mais ce qui m'embêtait, c'est que je ne savais pas où c'était. Je regardais le mien, j'avais la mission d'occuper la préfecture, tout simplement. Ça devient une place publique, la maison de mon père. La police a fini par s'inquiéter de ce remue-ménage et le chef de la police politique est arrivé au 26 rue Michelet. Il est arrivé trop tard, à 10 h du soir. Tout était lancé, nous l'avons attrapé devant ma porte et on l'a enfermé dans une chambre. Nous avons pénétré dans le garage Lavesse. C'était une affreuse confusion. Il y avait des hommes qui couraient de tous les côtés, enfin qui circulaient de tous les côtés. Il y avait des portières de voitures qui claquaient. Chacun essayait de retrouver la sienne. Et pendant ce temps-là, là on fait une espèce de chaîne,
Pendant ce temps-là, moi je fais la distribution des brassards volontaires de place. À ce moment-là, nos 50 gars rentrent, ils ne se méfient de rien dans une centrale protégée, ils ne croyaient même pas qu'il y avait un exercice. On a fait prisonnier immédiatement, on a débranché tous les fils. En quelques secondes, le central Montgalore était hors d'état de fusionner. Tout d'un coup, 2 agents sont arrivés. Alertés par le bruit, je leur ai présenté mon ordre de mission en leur disant « Écoutez, je vous requiers, je dois occuper la préfecture. On craint ce soir des incidents, bien sûr. » Et alors, ils ont frappé aussi à coups redoublés sur la porte en criant « Police, police, ouvrez !» Et tout d'un coup, la porte s'est ouverte, une figure tout en brumée de sommeil est apparue. On a dit merci aux 2 flics, ils sont partis gentiment, et nous avons pénétré dans la préfecture, fermé les portes. Pour la prise du 19e corps, nous arrivons, la porte s'ouvre, c'était le général Kuls en robe de chambre, pyjama et robe de chambre. Alors, le colonel Jules lui dit « Mon général, je vous annonce que cette nuit les Américains débarquent et que nous reprenons la lutte contre l'ennemi. » Le général Kuls, hors de lui, dans un état voisin de l'apoplexie, se met à hurler « Vous serez fusillés, vous avez osé faire ça, vous serez fusillés, je vous arrête, etc. » J'ai occupé le commissariat central avec 20 hommes et j'ai commencé à recevoir les appels des commissariats de quartier où tel camarade me disait « Ça y est, ça a marché ». Je ne savais pas du tout qui était à l'intérieur de la villa. Je savais qu'il devait y avoir le général Juin parce que c'était chez lui, en principe. Et je n'ai vu entrer personne, sauf une fois ou deux, une voiture avec les phares blancs, c'était les voitures américaines, une voiture du consulat qui, elles, je les ai laissées rentrer. Murphy vient voir le commandant en chef, le général Juin, chez lui, à la Villa des Oliviers, un peu après minuit. Il lui dit « L'Amérique arrive, nous voulons libérer la France, nous n'avons pas d'autre ambition. Venez avec nous, en tout cas, ne tirez pas sur nous, que l'armée française, qui a été notre alliée, ne tire pas sur ses amis américains. » Juin, d'abord estomaqué, refuse de prendre la responsabilité d'un cessez-le-feu. D'autant plus que rien ne prouve l'arrivée des Américains, qui sont encore à quelques encablures de leurs objectifs. Il propose de contacter Darlan, qui par le plus grand des hasards est à Alger, au chevet de son fils gravement malade. Darlan se précipite à la Villa des Oliviers. Darlan est furieux, il insulte Murphy, il insulte les Américains. Il dit « Bande de salauds, nous allons vous foutre à la mer ». Et puis petit à petit, il reprend son calme et tient le même raisonnement qu'avait tenu Juin. Je ne peux pas décider, j'obéis au maréchal Pétain. Il faut que je consulte le maréchal Pétain. Murphy accepte de faire parvenir un télégramme de Darlan à l'amirauté d'Alger. Le porteur prend l'initiative de faire une halte au 26 de la rue Michelet, le QG des résistants, où est resté l'abbé Cordier, le second Henri d'Astier de la Vigerie. J'ai donc ouvert et j'ai lu un texte dans lequel j'ai compris que c'était un message destiné au maréchal Pétain, dans lequel l'amiral Darlan rendait compte de sa situation et, d'une façon déguisée, donnait l'ordre de résister au débarquement. Alors j'ai dit, ce message ne doit pas passer. Vers 2 h du matin, la flotte américaine est en vue des plages de Sidi Ferruche, à 20 km d'Alger. Et me voilà faisant des signes, parce que j'entendais sur la mer quelque chose qui arrivait. Et je crie whisky, whisky en attendant soda. Et j'entends un moteur qui se rapproche, et je m'aperçois à ce moment-là que j'avais des voix en colère de l'autre côté, car on n'avait même pas, on a si peu tenu compte de nous qu'on n'avait même pas donné le mot de passe aux troupes qui débarquaient. C'est très grave. Très grave, nous avons failli nous faire vraiment tuer de cette façon. Dès la première phase de l'opération, les Alliés subissent de nombreuses pertes par noyade qui provoquent un retard considérable. Ils ne savaient pas conduire ces chalands. Et puis ces chalands avaient des moteurs qui ont été améliorés après. Et il faut bien se dire que le débarquement en Afrique du Nord, c'était la première fois, ils faisaient leurs expériences et ça leur a servi pour le suivant. C'était vraiment le bal des Deb et c'est sur nos pieds qu'ils ont marché, parce qu'ils ne savaient pas danser. Il était 3h30 du matin, il faut absolument que l'on prévienne maintenant à Alger que les Américains ont débarqué, car là-bas, ils tenaient avec des fusils Lebel, la radio, la poste, le commissariat central, etc.
Et je ramène ce premier Américain à 3 h du matin au 26 de la rue Michelet. Et de là, je file au commissariat central pour dire à José Aboulker, les Américains sont là, j'en ai ramené un. Et José Aboulker diffuse la nouvelle en disant « Des centaines de milliers d'Américains viennent de débarquer à Alger, Hadès vient d'en ramener un. » Au même moment, les batteries vichistes de l'amirauté, qui n'a pas été occupée par les résistants, ouvrent le feu sur 2 destroyers britanniques qui tentent d'investir le port d'Alger. La ville est réveillée par la canonnade. 300 GIs ont réussi à débarquer, mais 10 d'entre eux sont tués, les autres faits prisonniers. Toutes les lignes de communication étant coupées, on se précipite aux nouvelles dans les commissariats de quartier. Et c'est ainsi que s'organise une gigantesque souricière où je fais venir au commissariat central, où viennent spontanément d'eux-mêmes se faire prendre un certain nombre de très hauts fonctionnaires, par exemple celui qui remplace le gouverneur général de l'Algérie, M. Terrier, qui est un salaud particulièrement salaud, que j'ai un certain plaisir à accueillir quand il sort de voiture, qu'il arrive au commissariat central, 10 minutes après que je lui ai dit au téléphone « Venez vite, on vous attend », j'ai un certain plaisir à dire aux policiers qui sont maintenant avec nous ce qui veut dire « mettez-le en geôle ». À ce moment-là, je me dis, voilà, c'est le moment. Alors je vais donc vers le préfet, et lui dis, monsieur le préfet, vous m'avez demandé qui j'étais, quels étaient mes chefs, ce que l'on voulait, eh bien, j'ai l'honneur de vous le dire. Les Américains débarquent. Jamais je n'ai vu un homme stupéfait n'est pas suffisant. Frappé de stupeur, d'étonnement. Et à ce moment, en un éclair, j'ai réalisé qu'il ne savait rien. Et que s'il ne savait rien, c'est que la police des renseignements généraux, l'armée, le gouvernement général, personne ne savait rien. Les résistants ont tenu leur pari. Malgré les échauffourées dans le port de la capitale, tout l'Algérois est chloroformé. À Sidi Ferruch, les opérations de débarquement suivent leur cours chaotique, mais sans opposition des Français. Sur la zone d'Oran, c'est tout le contraire. La rade est l'objet d'une violente bataille navale et à l'intérieur des terres, l'avancée des troupes américaines est stoppée par les forces vichistes. Voilà, donc à Alger, les résistants ont réussi leur coup. Par contre, à Oran, à Oran, ça ne s'est pas passé de la même façon. Il y a eu un manque d'effet de surprise parce que les résistants locaux, dirigés par le minotier Roger Carcassonne, le vice-consul américain Ridgway Knight et le père dominicain Gabriel Terry, avaient pour mission de neutraliser les points stratégiques comme l'amirauté. Mais pour ça, il leur fallait des armes qui avaient été promises par les Britanniques, mais ces armes n'arrivaient pas. Alors ils se sont retournés vers le colonel d'active Tostin, qui lui était un résistant aussi, et donc pour lui demander de faire livrer les mitraillettes qui appartenaient au régiment des chasseurs d'Afrique. Lorsque Tostin est allé voir le contrôleur du dépôt, celui-ci a dit « mais moi je ne veux pas armer une bande de civils, il n'est pas question que je vous donne les armes ». Alors Tostin n'a trouvé comme seule solution que d'aller voir son propre chef, le général Boisseau, pour lui demander de prendre la direction de la résistance. Mais le général Boisseau, comme la plupart des militaires, était un légaliste et il a refusé bien sûr, il a fait arrêter Tostin et les résistants n'ont pu faire que quelques opérations de sabotage et l'armée de Vichy a détruit le port pour empêcher les Américains de débarquer. Voilà, la prise d'Oran a eu lieu le 10 novembre, donc le 8 novembre Alger, le 10 novembre Oran, mais pendant un mois encore, le port est resté inutilisable. Alors, au Maroc, maintenant, la résistance va aussi échouer parce que le général Bétoir, dont nous avons déjà parlé, avait pour plan de neutraliser la résidence générale et d'envoyer un détachement qui se porterait au devant des Américains pendant que les divisions de Marrakech et de Meknès seraient tenues par tiendraient le bled. Les généraux Lascroux et Lahouille, respectivement commandants supérieurs de l'armée de terre et de l'armée de l'air,
étaient des inconditionnels du maréchal Pétain et devaient être neutralisés. Toutes les communications devaient être coupées. Seulement, le Bétoir, lui, était un légaliste et il espérait encore convaincre le général Noguès. Alors il décida de lui envoyer une lettre dans laquelle il lui révélait toute la situation et le débarquement des Américains. Pour porter cette missive, il choisit le propre neveu du général Noguès, le capitaine Vertamont, qui porta la lettre à son oncle, qui, très surpris de recevoir cette nouvelle avec une proclamation du général Giraud et des accords qui n'étaient pas signés, a téléphoné à l'amiral Michelier, qui lui a confirmé qu'aucun navire américain n'était en vue et que les documents, il avait le double des documents et que c'était des faux. Alors, le général Noguès a décidé de se battre et de demander à l'armée française de tirer contre les Américains. Voilà. Donc, il a fait mettre aux arrêts son propre neveu et a fait relever Bétoir de son commandement. Et dans la nuit seulement, vers 3h30, il reçut un message comme quoi il y avait un débarquement à Oran et aussi des mouvements suspects au Maroc. Mais les combats au Maroc vont être très rudes. À Casablanca, tout d'abord, le 8 novembre, à 2h du matin, Patton est réveillé, la mer est calme après la tempête, et les destroyers, guidés par les sous-marins qui mouillaient à 6 milliards, ouvrirent le feu avec des balles traçantes. Une corvette française suivie de 3 bâtiments refusa de s'arrêter, et les destroyers ouvrirent le feu et la coulèrent. Le combat était engagé. À 4h du matin, les pilotes sur le porte-avions reçurent leur équipement. Alors, pour l'anecdote, c'était composé d'un gilet de sauvetage, d'une survie, de médicaments, de $50, d'un passeport traduit en français, espagnol et portugais. La traduction en arabe portait la mention suivante: « Qu'Allah vous bénisse et vous apporte la paix. Le porteur de cette lettre est un soldat américain et un ami fidèle des nations arabes. Nous vous prions de bien le traiter, de ne pas lui faire de mal, de lui donner à manger et à boire, de le conduire au plus proche campement américain où vous serez généreusement payé en remerciement, qu'Allah vous accorde paix et miséricorde. » En effet, les Américains ne voulaient pas se mettre à dos les populations civiles marocaines et même ils commencèrent à la réunion d'Anfa plus tard à parler un petit peu de la décolonisation. Alors les bombardiers, eux, se regroupèrent et se dirigèrent vers le port de Casablanca où les combats faisaient rage à la jetée de Lure, où il y avait les U-boats et les sous-marins allemands. Donc les bombardiers, à 7h18, ont commencé à bombarder le Jean Bart, dont les tourelles faisaient feu. Et après avoir fait une voie d'eau, avoir un petit peu abîmé le Jean Bart, alors je dois avoir une photo, non, c'était avant. Elle a disparu. Bon, excusez-moi, là. J'ai un peu... Ah, il y avait une fausse manœuvre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je voulais vous montrer le Jean Bart. Voilà. Donc les Américains vont vite jubiler parce que le cuirassé USS Massachusetts va envoyer un obus de 406 mm qui frappa le quai et le Jean Bart était inutilisable. Les pilotes de chasse, eux, avaient pour objectif la base de Cancazès et ils devaient éviter de bombarder, bien sûr, la population civile, les mosquées, le palais du sultan et les réserves de carburant. Les combats durèrent toute la matinée et la base de Cazès fut détruite
ainsi que tous les avions au sol et les batteries de Pont-Blondin. À Port-Lyautey, maintenant, le débarquement est aussi difficile. Le général Truscott devait débarquer et il rencontrait des difficultés parce que l'embouchure de l'Oued-Sebou que vous voyez là, vous voyez, ça fait une grande boucle, et à l'entrée des plages de Média, il y avait 3000 légionnaires et tirailleurs marocains qui avaient des mitrailleuses et qui les empêchaient d'entrer. De plus, ils avaient dressé un filin entre les deux rives qui empêchait les bateaux d'entrer. Alors, un Français, René Malevergne, un résistant français, va se rendre auprès de Truscott et va les guider dans les méandres du Sebou pour arriver jusqu'à Port-Lyautey. Et là, vous voyez, il y a un aérodrome militaire que les Red Reapers vont vite détruire. Voilà. Alors, le cessez-le-feu. Pendant ce temps, Patton, lui, débarque à Fedala avec 19 500 hommes. C'est très... Excusez-moi, parce que c'est... Hop. Donc, le général Patton va débarquer avec ses hommes, 19 500 hommes, sans que les troupes françaises ne réagissent, car elles appliquent toujours les ordres de Bétoir, de résistance, qui n'avaient pas... L'information n'était pas passée. Donc ils vont même saluer le débarquement des Américains. Et ensuite, on est là maintenant le 11 novembre, et Patton décide d'encercler Casablanca pour se battre encore. Mais l'armée française va refuser de se battre. Et à 14h, le général Noguès et l'amiral Michelier vinrent discuter des termes de l'arrêt des combats. Patton leur fit rendre les honneurs et ne désarma pas l'armée française. Il préparait déjà le ralliement de l'armée qui était légaliste, donc pour partir ensuite avec eux, et il n'a pas voulu humilier l'armée française. L'amiral Darlan décida de reprendre la lutte aux côtés des Alliés. Les pertes américaines s'élevèrent à 1400 hommes, dont 556 tués, 837 blessés et 42 disparus. Alors il faut savoir que les tués, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de noyés, comme on vous l'a expliqué, ils se noyaient dans les filets des barges, ils n'avaient pas encore vraiment, ils ne maîtrisaient pas encore l'utilisation de ces barges de débarquement. Bon, il y a eu aussi des tirs, bien sûr, et 41 disparus. À ce moment-là, les Allemands réagirent et Hitler ordonna l'invasion de la zone libre. C'était l'opération Anton qui commençait le 10 novembre à 7h du matin, et les premiers panzers de l'Afrika Korps rentraient en Tunisie. Voilà. J'en ai terminé, et voici la bibliographie avec l'adresse de la vidéo YouTube qui a été donc faite avec les témoins de l'époque, et voilà. Je vous remercie beaucoup. Voilà, alors s'il y a des témoins qui veulent parler, ce serait avec grand plaisir, comme Madame Laurent par exemple. Je ne sais pas si vous voulez intervenir. J'étais à Arzeux et non à Alger. Oui, mais ça fait rien, vous m'avez raconté, non? Vous ne voulez pas raconter? Non. Bon, il n'y a personne qui a envie de témoigner sur cette période? Oui. Si vous pouvez vous avancer. Je parle sans au Cameroun, j'avais 10 étudiants et je parlais sans, je m'entendais très bien. C'est Abdelker qui a fondé après le service prestigieux d'urologie de Cochin, qui a favorisé la venue de nous par rapport à Giro en Algérie. Est-ce que vous connaissez le film Le Grand Carnaval?
on voit un propriétaire terrien qui est représenté par Noiret et un bistrotier qui est le bistrotier, je ne me rappelle plus son nom. Il y a aussi Sophie Marceau qui joue dedans. Oui, tout à fait, je l'ai vu ce film. Le bistrotier, comment il s'appelle le bistrotier déjà? Il votait toujours communiste, et après il a voté Sarkozy Non, disons que je n'étais pas présent, et j'avais une dizaine, 10-11 ans à l'époque, hein, et ma sœur était encore plus jeune. Et nous sommes originaires du Nord, on était réfugiés chez notre grand-mère en Corse. Quand on a appris ces événements, ça a été l'étonnement que les Anglais aient bombardé l'armée française. Et on ne connaissait pas tout ce qui s'est passé. En 1940, et ils avaient à ce moment-là bombardé la flotte parce qu'ils ne voulaient pas que l'armée française, que la marine soit utilisée par les Allemands. Et comme la marine refusait de se saborder, c'est eux qui ont fait le travail. Et c'était après le sabord. C'est pour ça qu'après il y a eu ce blocus, et c'est pour ça qu'il y a eu les accords Murphy. Voilà. Disons que j'ai des souvenirs, c'est tout. Bonjour. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, sinon, je ne sais pas si je vais peut-être... Voilà. Ça y est, j'ai le micro. Donc, je vous remercie pour ce panorama, d'avoir fait participer presque dans la réalité de cette épopée à un des événements majeurs de la Deuxième Guerre mondiale qui annonce en fait déjà la libération de la France. Bien, c'est ce que pense en fait Jean Monnet, le père de l'Europe, qui est à Washington à ce moment-là et qui projette déjà dans l'avenir. Donc mon propos était donc Jean Monnet en Afrique du Nord pendant cette période, et qu'a-t-il fait? Vous savez que Jean Monnet, le père de l'Europe, s'était déjà engagé, c'était un jeune Charentais de 26 ans, s'était engagé à Londres dans les exécutives, c'est-à-dire l'approvisionnement de la France et de la Grande-Bretagne, et avait été déjà très apprécié par le gouvernement français et le gouvernement allemand pour son engagement. Jean Monnet a participé donc à accélérer la fin de la Première Guerre mondiale, et regrettera, c'est-à-dire ce qu'il a fait à Londres, c'était unifier les efforts franco-britanniques pour faire avancer la fin de la guerre. Il avait réussi, et il souhaitait que cet accord entre la France et la Grande-Bretagne puisse continuer, mais avec la fin de la guerre, évidemment, ceci s'est terminé. Avec la signature des deux traités de Versailles, traité de Trianon, il regrette de voir la façon dont ils ont été faits, de telle sorte que de toute façon l'animosité ne peut que grimper entre la France, entre l'Allemagne et les pays alliés, et que la dislocation de l'Empire austro-hongrois va entraîner un équilibre tragique en Europe. Alors, Jean Monnet, c'est une époque, c'est l'époque tragique, cette époque entre les dernières secousses de la Première Guerre mondiale et les signes annonciateurs de la Deuxième Guerre mondiale, était en fait un intervalle de 15 ans, un intervalle où des survivants essayaient de reprendre leur souffle. Il s'aperçoit également du fascisme, donc il n'a pas de pouvoir pour arrêter. Évidemment, n'est pas un homme politique. Mais lorsqu'il voit qu'il y a donc les accords de Munich, ces accords catastrophiques, il va voir Daladier. Daladier sait parfaitement que ces accords étaient catastrophiques. Seulement, il ne pouvait pas faire autrement parce qu'il n'avait pas les avions qu'il fallait pour attaquer Hitler, il le savait. Donc il va voir Daladier et dit: envoyez-moi aux États-Unis pour faire une commande d'avion. Et donc, c'est ce que va faire Daladier, il va l'envoyer aux États-Unis. Et si vous voulez, s'il a le contact avec Roosevelt, ce qui est extraordinaire, c'est en fait par Murphy dont a parlé Madame Pantier. Alors, le voilà donc aux États-Unis, et aux États-Unis, envoyé officiellement par Churchill
en tant que chairman, que fonctionnaire. Ça, c'est la première fois qu'un fonctionnaire français devient sujet de Sa Majesté, tout en étant français. Il est envoyé chez Roosevelt, lui explique qu'il faut des avions d'urgence pour le Royaume-Uni. D'ailleurs, les premiers avions qu'on lui envoie sont les avions commandés par Daladier. Mais en attendant, il y a eu la défaite totale, la capitulation, et ces avions partent aux États-Unis. Et il essaie de convaincre Roosevelt qu'il faut maintenant qu'il s'arme à outrance, parce que c'est de là que partira la victoire. Et il arrive, parce que vous savez que les États-Unis ont fait vœu de neutralité, enfin, ils ne pouvaient pas en fait construire des armes et les donner aux belligérants. Mais le président des États-Unis comprend très bien le problème et commence à à ouvrir des usines qui vont faire sortir les avions au Canada en fait. Et si bien que lorsque la guerre à outrance des sous-marins allemands arrive jusque dans le port de New York et que les Japonais détruisent Pearl Harbor, la résolution est prise, ils rentrent en guerre, et lorsque il va parler, ça se passe donc je crois le 7 décembre 41, et le 6 janvier, donc un mois après, Roosevelt parle à la radio, fait passer son message radio diffusé. Jean Monnet est à côté de lui et il parle du Victory Programme qui a été mis en route, et il dit « Les États-Unis sont l'arsenal des démocraties ». Ce mot vient de Jean Monnet, mais le président Roosevelt lui avait demandé de lui laisser la paternité de cette expression. Alors, lorsque ceci est fait, Jean Monnet, c'est un homme qui se trouve partout tout le long du siècle pour essayer de sauver des situations. Jean Monnet est rassuré, les États-Unis sont rentrés en guerre, ils ont mis en place une armée, enfin une fabrication d'armement exceptionnelle. Sa place n'est plus ici, elle est en Afrique du Nord, dont on vient vous parler. Vous voyez, tous les drames dont a parlé Madame Pentier, avec beaucoup de précision et d'émotion, eh bien, il les connaît, il les a entendus évidemment à Washington. Sa place est là-bas, parce que là-bas, c'est déjà la France, et il demande une mission en Afrique du Nord, à Alger. Cette mission, il se trouve qu'il l'obtiendra tout de suite, parce qu'à Alger se trouve le secrétaire d'État de Roosevelt, qui est Cornell Hull. C'était donc, je crois, c'est monsieur, il a eu le prix Nobel de la paix au lendemain de la guerre. S'est aperçu que non seulement il y a eu des difficultés pour débarquer, puisqu'il aurait fallu une armée de 500 000 hommes, ils sont débarqués qu'à 110 000 hommes, et qu'il y avait 2000 km de côte à couvrir. Mais il y avait aussi ce qu'il recherchait, c'est un accueil sur place, ne pas avoir des problèmes à l'intérieur. Et donc il y avait des tensions absolument énormes, puisqu'il y avait des résistants dont on vient de parler, extrêmement courageux, et il y avait toute cette armée vichiste en place, cette armée vichiste, et avec le général Giraud, qui était pétainiste tout en voulant tout en étant animé du patriotisme, et qui voulait s'associer aux Américains, enfin, s'appuyer sur l'aide américaine pour reconquérir la France. Mais ça faisait des tensions contraires absolument inouïes. Alors, le secrétaire d'État Cornell Hull envoie un télégramme à Roosevelt en lui disant « Il nous faut un civil » parce que Giraud n'a pas les capacités politiques pour gérer cette situation, les tensions sont énormes, envoyez-moi Jean Monnet, c'est le seul qui peut le faire, il n'a jamais trempé dans aucun conflit politique, et il a un esprit qui pourra gérer les choses. Et c'est ce qui se passe. Donc Jean Monnet arrive, et il arrive là-bas, mais vous savez, c'est un climat terrible, c'est un climat Alger se trouve
toutes les tensions qui ont ravagé l'Europe. Sur les murs, il y a tous les tags possibles, c'est-à-dire vive Pétain, abat les Juifs, mort aux Juifs, vive de Gaulle, la croix de Lorraine, enfin absolument la fleur de lys, et tout le monde est contre tout le monde. Alors donc pour Jean Monnet, il s'agit de maintenant trouver une direction et de bien faire comprendre qu'il y a une direction et que tout le monde doit être derrière. Alors la première chose qu'il va faire, évidemment, c'est de rencontrer Giraud. Il rencontre donc Giraud, il ne le connaissait absolument pas. Il quitte Washington le 23 février, donc il arrive dans les derniers jours de février, parce qu'il n'est pas arrivé en direct Washington-Alger, il est arrivé par l'hémisphère sud, puisque quand même le voyage en mer était plutôt dangereux. Donc il est là dans les derniers jours. Au 1er mars, il rencontre donc le général Giraud, et il a un contact un peu pénible. Il comprend qu'il a affaire à un homme extrêmement fier, altier, héroïque dans l'âme. Il est connu pour ses hauts faits militaires. Il s'est sauvé 2 fois, il s'est évadé pendant les 2 guerres pour reprendre immédiatement le combat. Il est le préfet de Giraud. Il a été envoyé pour conseiller Giraud. Donc Giraud comprend qui a été choisi par... c'est qu'il a la confiance des États-Unis et qui doit écouter Monnet. Il se trouve que Giraud doit faire un discours le 14 mars 1940, donc on est né, donc 42, donc 43, on est déjà 43, le 14 mars 43, devant la presse internationale. Et ce que va faire Jean Monnet, c'est lui faire faire ce discours et lui faire défaire et le faire refaire. Il va faire ça pendant 14 jours, c'est-à-dire il veut qu'il s'engage en tant que républicain qui va rétablir la République et la démocratie. Et ça, c'est quelque chose à quoi résiste le général tant qu'il peut. En fin de compte, 2 heures avant le discours, il finit par le corriger, enfin, l'obliger à faire tout ce qu'il faut, en lui disant, écoutez, si vous ne le faites pas, les Américains ne vont pas rééquiper l'armée française, ça ne les intéresse pas d'équiper une armée fasciste. Alors le général Giraud lui aurait répondu, écoutez, si Paris valait bien une messe, eh bien le rééquipement de l'armée française vaut bien un discours progressiste, parce qu'il n'est pas arrivé à prononcer le mot démocratique. Et effectivement, il fait ce discours. Alors, inutile de vous dire, ce discours, c'est un tollé. C'est un tollé du côté des vichistes, bien entendu. Les vichistes, à ce moment-là, se lèvent et démissionnent, ce qui ravit évidemment Jean Monnet, puisque c'était bien son but, et en même temps, rassure maintenant tous les gens qui veulent résister au régime de Vichy, rétablir la République et la démocratie. Alors bon, oui, c'est un peu un roman d'espionnage. Il se trouve que j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer à la Fondation Jean Monnet le chauffeur Fernand Javel au cours d'un repas, et qui m'a raconté toutes les choses invraisemblables qui pouvaient arriver. Jean Monnet est un homme qui travaillait 20 heures sur 24, qui devait créer des réseaux d'une manière très rapide. Toute la journée, il travaillait jour et nuit, faire connaissance avec les personnes qu'il pouvait mettre en place, avoir les contacts avec les plus hauts responsables, avec tous les chefs d'État du monde entier, du monde libre, qu'il voyait d'une manière clandestine absolue. Donc il était menacé, bien entendu. Le chauffeur avait été armé et on lui avait dit « Vous devez le protéger jour et nuit, et utiliser votre arme, et quoi qu'il arrive, pour sauver sa vie. » Donc c'était avec Jean Monnet qu'il parcourait, sillonnait à Alger et dans les environs d'Alger, et il raconte des tas d'histoires qui ont pu lui arriver. Par exemple, au point de vue sécuritaire, un jour, ils vont vers Sidi Ferruche, et puis il rencontre à 1h du matin, il voit sur la route un homme allongé. Et naturellement, Jean Monnet dit, mon Dieu, un pauvre homme qui a l'air d'être en souffrance.
et il ralentit, puis au dernier moment, il fait un zigzag, il fonce à 100 à l'heure, et à ce moment-là, naturellement, on s'aperçoit que c'est une silhouette qui se lève tranquillement, donc c'était un attentat. Il racontait des tas de choses comme ça. Une fois, un croisement, un camion arrêté, puis quand il s'approche, évidemment, il fonce sur lui, il a juste le temps de faire un crochet pour l'éviter. Donc ça se passe d'une manière continue. Que vous dire, voilà, il se trouve mêlé dans un bain on ne s'imagine pas pour Jean Monnet, cet homme rangé, qui se trouve pris dans ce roman policier, enfin plutôt d'espionnage, parce que c'est un peu ça. Et alors un jour, comme il était menacé donc à Alger, il était poursuivi par exemple dans son appartement, paraît-il, les escaliers à tout moment du jour ou de la nuit, il avait décidé de prendre quelque chose en dehors d'Alger, et il était allé à Sidi Ferruche voir le maire et demander, il avait un ordre de réquisition, et le maire dit, bon, écoutez, je vous donne ma villa. Il a dit, non, c'est pas ce que je veux ce petit bâtiment-là, dans le coin. Il dit, oui, mais c'est le bâtiment pour la bonne. Et il me dit, c'est tout à fait ce qu'il nous faut. Vous nettoyez, vous changez les draps, vous dites à la bonne de venir à 7h du matin. Et donc, Jean Monnet était ravi. Quand il entend ça, qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est ça, c'est la présence d'esprit d'un homme qui pense au sort du monde et qui prend son slip de bain pour le mettre dans sa poche. Alors, il s'installe, donc il rentre à 1h du matin. Fernand Javel croyait qu'il serait un peu tranquille, ils étaient au bord de la plage, et malheureusement, à 5h du matin, qui est-ce qui arrive? C'est Jean Monnet qui se jette à l'eau. Et le chauffeur, qui avait 20 ans de moins, se sent obligé d'en faire autant, alors qu'il avait envie que de récupérer un peu, et la pression recommence, et il faut repartir travailler. Bon, alors voilà, donc alors les choses... Il intervient immédiatement au-dessus à propos de Giraud, et là, lui impose de prendre des mesures démocratiques tout de suite. Il demande de libérer le général, Louis Jox, qui se trouve à Constantinople en résidence surveillée. Il dit, j'en ai besoin comme collaborateur. Il lui demande la liste de tous les prisonniers politiques et va lui-même libérer 112 détenus communistes. Ouais. Et qu'il va recevoir lui-même, je veux dire qu'il va prendre contact avec eux pour les rassurer, pour leur dire ce qui se passait à l'heure actuelle, et qu'on comptait sur eux pour poursuivre jusqu'à la victoire la résistance. Donc c'est à tous les niveaux. Donc, et quand il voit un journal, il voit que les journaux donc ils sont censurés, il va voir le colonel responsable en lui disant que dans les 48 heures, eh bien c'était fini, on enlève absolument tout blanc, toute rature, et que désormais il fallait pouvoir s'exprimer. Alors il n'y a que pour la loi Crémieux qui rétablissait la citoyenneté aux Juifs que Giraud refusera de supprimer. Il faudra attendre quelque temps pour le contraindre et remettre... Mais les camps de concentration sont ouverts, bien entendu. Alors, ce qu'il fallait maintenant, c'est pouvoir unifier les Français, bien faire comprendre une direction, la démocratie. Deuxièmement, il faut unifier tous les Français, et on commence par quoi? On commence par la tête. La tête étant le général Giraud et le général de Gaulle. Alors, on sait que c'était Roosevelt, mais c'est pas Roosevelt en personne qui est venu, ça devait être Eisenhower et Churchill, avaient essayé de réconcilier ces deux généraux qui étaient tout à fait opposés et aussi fiers l'un que l'autre et imbus de leur propre responsabilité autant qu'on pouvait l'être. Mais ça avait été une réconciliation pour prendre la photo, et ça ne marchait pas du tout. De Gaulle avait refusé de venir, mais avec le discours du 14 mars, il se sent rassuré et accepte de venir, mais il se fera désirer d'ailleurs, parce qu'il veut, enfin c'était donc certainement un calcul politique, et il arrivera le 30 mai à Marseille, à Alger. Il arrive le 30 mai à Alger, donc il a derrière lui toute la résistance unie, et la résistance métropolitaine. Il amène avec ça l'esprit de cette résistance. On se met immédiatement au travail, parce que Jean Monnet, pour lui, il faut maintenant qu'on fasse juridiquement, qu'on mette sur papier, enfin qu'on crée une instance politique qui gouverne. Ça sera le Comité français de la libération nationale,
Il est arrivé le 30 mai, le général de Gaulle, et le 3 juillet, le comité français de libération nationale est créé. Bon, ça ne se fait pas facilement. Donc, d'ailleurs, il n'y a pas eu de jour de congé entre l'arrivée de Gaulle. On s'est mis le premier au travail. Et le premier, qu'est-ce qui se passe? On rentre en querelle violente avec Giraud. Alors, Jean Monnet avait, comme il devait à tout prix surveiller Giraud, il lui demande d'être très prudent, d'être diplomate, de ne pas s'énerver, de garder son calme. Il dit, gardez votre calme pendant toute la séance pour que les choses avancent et pour que vous puissiez faire quelque chose, d'autant plus que tout le monde voulait, c'est ce qu'avaient voulu les forces alliées, le comité étant un pouvoir bicéphale, comme ça on s'est dit, on est tranquille, il n'y en a pas un qui sera jaloux de l'autre, puisqu'ils seront présidents, les deux généraux sont présidents. Alors évidemment, Giraud fait ce que lui dit Jean Monnet, tranquillement, et puis au bout d'un moment, il dit, bon, alors je crois qu'il y a quelque chose à dire. Naturellement, bon, c'était la porte ouverte, et dans laquelle s'est engouffré le général de Gaulle, et le général de Gaulle avait des choses à lui dire. En quelques secondes, il a mis en pièces tous ses arguments, et l'a attaqué frontalement, en lui disant que, premièrement, il n'avait pas tort, c'est sûr, mais on voulait arriver par la voie diplomatique plus tranquillement, par morceaux. Il a premièrement fini d'avoir un seul collaborateur ou un seul dans l'administration, un seul employé qui soit vichiste. Premièrement, vous renvoyez tout le monde. Deuxièmement, il faut que vous compreniez que vous êtes peut-être le commandant en chef des troupes françaises, il n'y a pas de problème, mais vous dépendez du gouvernement, du comité de libération nationale. C'est le gouvernement, ça veut dire aussi c'est moi qui déciderai, quoi. Alors voilà, mais c'était... Bon, alors, naturellement, Giraud, il s'est heurté à un mur total. Tout le monde qui était autour était catastrophé. De Gaulle se lève, il sort, claque la porte avec éclat, enfin, etc. Mais enfin, les choses progressent quand même. Elles progressent malgré ça. Naturellement, Monnet est très navré parce que ça, il ne comprend pas ce genre de comportement, alors que la France était en danger. Mais les choses avancent, elles avancent finalement relativement vite. Et bon, mais toujours sur le même tempo. Hein. De Gaulle, donc, et il y aura donc des conflits jusqu'à ce que De Gaulle prend le pouvoir politique et que Giraud, bon, accepte d'être le général en chef, ce qui est quand même pas mal non plus, le commandant des troupes françaises, qui seront légalisées le 1er août de 1943. Hein. Donc, si vous voulez, on est donc 2 mois après, hein, ça va extrêmement vite, quoi. Et c'est la fusion des forces françaises libres et des troupes d'Afrique du giroudiste. Voilà. Et effectivement, cette armée française sera l'armée de libération qui va se battre en Tunisie, parce que la Tunisie, on n'avait pas pu la défendre, parce que justement les Allemands, les Anglais, les Américains, enfin les Alliés n'avaient pas assez de troupes pour le faire. Ils vont reconquérir la Tunisie, se battre en Libye. C'est cette armée qui va entrer en Italie et qui débarquera en 1944 et en 1945 rentrera en Allemagne et occupera l'Allemagne jusqu'en 1955. Donc c'est la fusion a été opérée, l'unité a été trouvée et donc Jean Monnet a fait son travail qu'on lui avait confié, mais naturellement c'est pas un homme qui reste tranquille. De Gaulle a le pouvoir, De Gaulle le nomme tout de suite commissaire, ça signifie ministre, mais ministre sans portefeuille. C'est-à-dire qu'il lui confie en fait de réfléchir, de discuter, d'interroger et de conduire les gens pour conduire les décisions vers la décision qu'il faut. Et c'est ce pourquoi il les fait. Et Monnet va tout de suite se mettre au travail c'est ça qui est extraordinaire quand on pense à des hommes comme ces grands personnages qui ont gagné la guerre, hein, dans lequel on peut compter Churchill, Roosevelt, De Gaulle et Monnet. Il va travailler à la libération, ce qu'on va faire après la libération. La libération, elle n'est pas du tout encore annoncée, bien entendu. Et il va faire un comité tout de suite
pour approvisionner la France une fois qu'elle sera libérée. Parce que c'est bien beau, on va gagner la guerre, si, enfin bon, on n'en sait rien, quoi, bien entendu. De quelle façon, on n'en sait rien non plus. Est-ce que ça sera une province ou deux? Est-ce que ce sera le pays en entier ou une portion seulement? Donc ça, c'est égal. Mais il faut que quand on arrive, il faut approvisionner le pays, éviter la famine, éviter le chaos, les épidémies et les aventures politiques, bien entendu. Alors, il va faire justement avec son équipe algéroise déjà une liste pour les Américains, pour leur dire tout ce dont ils auraient besoin. Alors là-dessus, donc, De Gaulle, là, qui est tout à fait d'accord, l'envoie donc à Washington, et Jean Monnet, quand il arrive, est très, très consterné, parce qu'on le reçoit très gentiment, bien entendu, et on lui montre avec un plaisir fou les billets de banque, qui étaient les billets pour l'armée d'occupation, enfin l'armée lorsqu'elle débarquerait. Alors il est extrêmement déçu, il essaie d'expliquer qu'ils ont créé le comité de libération, c'est déjà un pouvoir qui va se transformer d'ailleurs en gouvernement provisoire de la France, et qu'il est républicain, qui rassemble les forces françaises, que les forces françaises se basent, etc. etc. Il n'y arrivera pas. De Gaulle est naturellement tout à fait furieux, là on comprend très bien. Et il envoie son commissaire aux finances, qui est Pierre Mendès France. Donc Pierre Mendès France arrive aux États-Unis, donc Jean Monnet le tient au courant de la situation, il va rencontrer les responsables, il en sort assez content, il a dit oui, on m'a compris, on va refaire les billets. Et quand on les appelle, quand on leur appelle, ainsi qu'avec Jean Monnet, on lui montre les billets, on leur montre les billets, drapeau français, liberté, fraternité, égalité, liberté, fraternité, mais en bas, il n'y a pas gouvernement français, il y a évidemment forces alliées. I'm got allied military government for occupied territories, voilà, pour les territoires occupés. Alors bon, la chose qu'il faut éviter, c'est que la France soit occupée. Alors, soit considérée comme un pays occupé, voilà. Alors, justement, le général de Gaulle arrive, furieux, il renvoie Monnet à Alger. Bon, il le renvoie parce que c'est lui qui va être responsable de ce gouvernement en attendant. Il le fait aussi parce qu'il ne veut pas qu'après on dise oui, c'est Jean Monnet qui a réussi d'obtenir ça des Américains, il veut montrer son autorité et la faire passer. Naturellement, il s'oppose à une fin de non-recevoir. On lui dit qu'on ne peut pas mettre de billets au nom de la France parce qu'il n'y a pas de gouvernement français. De Gaulle, qui est une mémoire sans oubli, naturellement, leur en voudra très très longtemps. Et il retourne donc à Alger, il renvoie Monnet, et donc ce père de l'Europe retourne là-bas, mais il n'agit pas comme De Gaulle, c'est pas son tempérament. Quand il y a un obstacle comme ça, il ne va pas se casser, il ne va pas se briser sur l'obstacle, il le contourne. Et là où il faut utiliser les Américains, maintenant, c'est l'approvisionnement. Il est naturellement, il s'occupe, il rencontre tous les réseaux, toutes les administrations qui vont se mettre en route pour fabriquer toutes les fabriques, et les Américains créent Relief and Rehabilitation, c'est-à-dire secours et reconstruction, et ils vont faire quelque chose d'exceptionnel, et vraiment là, disons qu'on peut reconnaître la générosité américaine, et bon, cet élan de solidarité, cet élan de vie qui leur fait construire une armée énorme, puis après, sur le plan industriel, capable de produire des locomotives qui vont partir en France. Il y a de la layette, il y a de la laine, des aliments, enfin, absolument des couvertures, enfin, tout ce qu'on peut imaginer dont la France aura besoin, parce que ce qui compte beaucoup, ce sont les réseaux de communication qui sont essentiels après. Il réussit ça, et on sait qu'après, bon, le gouvernement provisoire de la France sera reconnu. Il sera reconnu après le 24 août 1944, après le discours de De Gaulle à Paris, qui impressionne les Américains. Ils ne le font pas tout de suite, mais le 23 octobre, le gouvernement provisoire de la France est reconnu, et les Français vont pouvoir pénétrer donc
en Allemagne en tant que force victorieuse. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez donc, que Jean Monnet ne s'arrête jamais, en fait. Alors, quand je vous dis qu'il travaillait à l'approvisionnement, parce que c'était extrêmement urgent, il pensait déjà à l'Europe en 1943, et qui rentrait dans son bureau, trouvait une grande carte de l'Europe, avec au centre un cercle autour d'une zone qui était la Lorraine, l'Alsace, la Ruhr, le Luxembourg et une partie de la Belgique. Et il disait, c'est là qu'il y a le problème, c'est ça qu'il faut résoudre. Et effectivement, dès 1943, avec Hervé Alphand, avec René Meyer, avec Marjolin Hirsch, donc cette équipe qui venait de France, ils ont fait un plan pour l'Europe. Ils disaient qu'il était impossible de reconstruire l'Europe en État souverain, que tout allait recommencer et qu'il faudra trouver l'occasion le plus vite possible pour repenser et reconstruire ça. Alors là, donc, ça se passait d'une manière plus conviviale, plus décontractée, parce qu'on lui avait réquisitionné un superbe hôtel à Pitiza pour qu'il puisse se retirer à tout moment de la journée, recevoir qui il voulait et quand il voulait. Et donc son équipe allait travailler là, dans cette superbe nature, et se promener, par exemple, au milieu des ruines, pour essayer de projeter l'Europe. Alors, qu'a-t-on projeté? Eh bien, Hervé Alphand, était de l'avis de Monnet qu'il fallait trouver une solution dans cette zone où on fabriquait les armes. Alors, en faire un pays indépendant, c'était impossible. Il fallait donc construire une Europe unie pour pouvoir mettre à jour ceci. Et en même temps, René Meyer, lui, avait étudié comment faire une unité économique. Et paraît-il que c'était quelque chose déjà de très avancé et de très précis qui dépassait largement l'union douanière. Voilà, alors donc Jean Monnet, donc, si vous voulez, ne lâchera jamais plus cette idée, et c'est à Alger qu'est conçue en fait la première communauté du charbon et de l'acier. Alors on peut comprendre après que quand ils ne savaient pas du tout comment, mais enfin ils avaient fait des rapports, ils avaient calculé, lorsqu'ils s'aperçoivent que Robert Schuman cherche une solution à présenter à Londres à présenter à Londres le 9 mai 1950 pour répondre à l'inquiétude américaine et britannique des troubles qu'il y a dans la Ruhr, justement. Eh bien, Jean Monnet a pu apporter un plan à Schuman, ça se passe 15 jours avant le 9 mai, quoi, juste un peu avant, parce qu'il l'avait déjà en lui, et il avait été mis au point, en fait, en se promenant dans les montagnes suisses. Donc c'est quelqu'un qui y pensait sans arrêt. C'était, si vous voulez, l'Europe, c'était depuis les exécutives jusque la libération de la France. Alors comment cet homme a-t-il pu réussir un simple citoyen? Il était animé par le désir d'unité, d'unir les gens, de dégager ceux qui les divisent et de les conduire vers leur intérêt général, leur intérêt commun. Voilà. C'est ainsi qu'il a pu sortir ce XXe siècle de l'horreur de la barbarie, et pour le XXIe siècle, bien peut-être faut-il se rappeler du message de Jean Monnet et mériter son héritage. Voilà. C'est Roger Hanin qui jouait le bistrot. Vous avez vu la Tchotcha, c'est juin, le diable rouge du Montimonti qui viole la fille de la Tchotcha. Ça marche. Voilà, bon, c'était le moyen, c'était bon, assez inattendu de voir Jean Monnet là. Il est connu justement pour la première communauté du charbon et de l'acier, mais enfin tout le siècle il était présent
avec cette idée. Voilà. Alors, bon, je ne sais pas si vous voulez poser des questions, je mets des témoignages à Madame Pelletier. Si voilà, vous voulez encore des questions, bien si vous avez été très, très, très sage pendant 2 heures et que vous souhaitez être un peu tranquille. Petit détail, c'est que la Villa des Oliviers à Alger est la résidence de l'ambassadeur de France depuis 1962. Ah oui. On en a parlé. Oui, oui, qui était là. Ah voilà. Alors là, à propos des villas, je crois que le général de Gaulle était dans la villa des Glycines. Et donc, en allant comme ça, toujours se promener à Pisa, c'était bien, mais il fallait retourner le matin. Et naturellement, il repartait de bonne heure. Et alors là, c'est une histoire aussi que M. Javel avait racontée, qui est assez amusante. Le matin, ils essaient de partir, la voiture ne marche pas. C'était une vieille voiture, de toute façon. Mais enfin, impossible de la faire démarrer. Donc, Jean Monnet, très pigné, il avait rendez-vous avec De Gaulle. Il n'était pas question de ne pas partir, pas question d'arriver en retard. Là-dessus arrive une camionnette pleine de tomates, de courgettes, d'aubergines, tout ce qu'on veut, menée par un brave paysan algérien. Alors Jean Monnet dit quand même, moi je suis ministre, je n'ai même pas un véhicule, et lui il se promène avec une camionnette. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'il le conduise au général de Gaulle. Donc il est monté dans la cabine du chauffeur, et Javel est monté au milieu des tomates. Et actuellement, ils sont arrivés aux Glycines, où on a été assez surpris. Il a fallu un peu fouiller avant de les croire vraiment qu'il s'agissait de Jean Monnet, mais ils sont allés jusqu'au perron de la villa. Dites-moi, qui est ce jeune gaulliste qui a été fusillé sans aucun jugement, je sais pas, en 1943, je crois. C'est pour l'assassinat de Darlan, peut-être? Oui, c'est ça, pour l'assassinat de Darlan. Oui, parce que, en fait, les Américains avaient choisi Giraud plutôt que De Gaulle, pour des raisons d'indiscipline du général de Gaulle par rapport aux Américains. Mais Giraud était à Gibraltar parce qu'il voulait le commandement général, donc il n'était pas à Alger au moment du débarquement. Par contre, il y avait le général Darlan, et les Américains se sont adressés à Darlan. L'amiral, pardon. Et l'amiral Darlan a donc pris le pouvoir, mais il a très très vite été assassiné parce que le régime de Vichy était à nouveau installé. Alors tous ces résistants qu'on a vus étaient très déçus parce qu'ils avaient facilité le débarquement, ils espéraient qu'enfin le régime de Vichy était terminé, mais avec Darlan comme dirigeant, c'était très difficile, et c'est pour ça que ce soldat a assassiné. Il a été fusillé sans jugement et très rapidement, oui, en effet. Mais après, c'est ce que Mme Beltrame nous a expliqué, avec le rôle de Jean Monnet, l'accord de Giraud et de De Gaulle, tout s'est calmé. Voilà. Ah oui, ça c'est Churchill, là. Excusez-moi, mais les souvenirs me ramènent juste une année, donc où on arrive, les guerres se terminent, mais on a quand même le droit de faire un voyage en Algérie. Mais je me souviens quand même du poids nécessaire sauf erreur, mais si vous permettez, je sais pas, j'arrive là, je n'avais pas prévu la réunion, mais je suis très content parce que je me souviens de militaires qui étaient partagés entre devait-on rentrer dans l'OTAN ou le quitter. C'était donc pas très loin de Marseille, et puis ensuite on a vu une Algérie indépendante. Mais ce poids du général de Gaulle, c'était quand même aussi la capacité qu'il a eue d'éviter que nous soyons un peu comme les Espagnols, les Italiens, occupés. Parce qu'en plus, le général de Gaulle avait la force de frappe, puisqu'ils avaient... C'est bien ça, oui, c'était les Russes, pardon, excusez-moi, qui étaient déjà à Berlin, hein, qui étaient fait vite pour venir à Berlin. Voilà, c'est ce que je voulais me souvenir. Moi, je pense que c'était pas plus mal. Et on a terminé les essais. L'histoire, enfin, je m'excuse, je connaissais mieux que moi, mais
qui a permis d'avoir justement cette indépendance grâce au Sahara, dans lequel il y a eu ces expériences qui ont permis à la France d'être dans ceux qui ont possédé cette arme à l'époque, qui a assuré l'indépendance peut-être même de l'Europe. Oui, puisque, voilà. Peut-être même. L'indépendance de l'Europe. Les Russes à Berlin, les Américains. Merci, il me semble. Excusez-moi. Non, mais c'était très bien, merci à vous. Maître Ponto veut vous dire quelque chose. Brièvement, Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour cette réunion de ce soir qui a été excellente, je dirais avec la conférencière de talent que vous nous avez dénichée. Et je pense que pour promouvoir l'idée européenne, on pourrait faire une photo de tous les participants en train de brandir le drapeau européen. Que ceux ou celles qui sont d'accord, bien évidemment. Oui, ceux qui veulent mettre le drapeau européen.